heureuse de vous retrouver après la première rencontre de la semaine dernière. On était presque aussi nombreux. Là, on est à 29. C'est génial. Je suis très contente. Euh, je vais d'abord demander à Julia Go, donc de se présenter, de raconter un peu son parcours. Elle est toute jeune, hein, elle est née en 1991 à Paris. Donc, je te laisse la parole, Julia. D'accord, merci Maya. Pour commencer, je voulais vous remercier à toutes et tous d'être là pour cette rencontre virtuelle, certes, mais une rencontre. Et je suis très contente de pouvoir vous parler de mon travail. Et merci Maya et Sylvie pour l'invitation. Euh, du coup, moi, j'ai fait les Arts Déco de Paris dans un secteur qui s'appelle le secteur Art Espace, qui est le secteur plutôt Beaux-Arts des Arts Déco. Donc, pour rappel, les Arts Déco, c'est une école plutôt d'art appliqué qui présente 10 secteurs qui sont principalement des secteurs de design. Et donc, moi, j'ai fait le secteur Art Espace, sculpture et installation. Pendant ces 6 années aux Arts Déco, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Brésil pendant tout un semestre à Rio, dans une école magnifique qui s'appelle EAV Parquelage, qui est en plein milieu du parc botanique. Et donc, j'ai été diplômée en 2016. Et à la sortie de l'école, j'ai directement intégré un atelier partagé qui s'appelle l'atelier W à Pantin. Et voilà. Et pourquoi tu as choisi l'ENSAD au lieu des Beaux-Arts? Alors, quand je suis sortie de prépa, déjà, j'avais 18 ans. J'étais toute jeune et je viens pas d'un milieu. Enfin, ma famille ne vient pas du tout d'un milieu artistique et ça me semblait plus rassurant de rentrer aux Arts Déco en première année parce que la première année, c'est une année générale où on touche à tout et on peut un peu expérimenter les différents secteurs qui sont proposés dans cette école. Et ça me rassurait de me dire que peut-être j'allais faire quelque chose de l'art appliqué, du design, etc. En tout cas, ça rassurait beaucoup ma mère. Et finalement, après une année, je n'avais plus aucun doute sur le fait que c'était une pratique artistique que je voulais développer et devenir artiste. Donc, Voilà. artiste à part entière, en plus, Ouais. une artiste multidisciplinaire avec installation, sculpture, photo, vidéo. Donc, on va présenter un peu plus en détail ton travail. Je vais donc partager l'écran. Oui. On va trouver le PowerPoint, partager l'écran. Je vais le mettre en plein écran. Voilà. Donc là, c'est la première pièce qui me rappelle ma première rencontre avec toi euh, à l'ENSAD, quand tu préparais ton exposition de diplôme. Et cette sculpture, tu me l'avais montrée, et puis après, elle a été exposée telle qu'on la voit ici, à la galerie du Crous. Je voudrais que tu nous parles un peu de ce travail qui préfigure un peu toute ta démarche qui vient après. Oui, tout à fait. C'est une sculpture qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, que j'avais effectivement commencé à penser pour mon diplôme en 2016. Et en fait, le point de départ un peu de ces recherches-là, c'était de comprendre comment se crée la fragilité dans la matière, comment se créent les éboulements de terrain dans les montagnes, dans les falaises, etc. Et donc, c'était la question de l'infiltration de l'eau dans la matière qui, en gelant, prend un volume plus important et du coup crée des fissures et du coup crée un possible mouvement dans la matière. Et donc ici, cette sculpture, elle est composée de 90 briques environ qui sont disposées en quinconce dans l'espace. Et toutes ces briques sont posées sur des billes de verre transparentes et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de créer une tension entre cet objet, la brique qui évoque la construction, et la bille qui est complètement contraire, qui évoque le mouvement, la transparence, mais aussi l'eau et la fragilité. Et donc, c'était une de mes premières sculptures très fragile, instable et qui parlait d'un mouvement possible.
Et donc, on passe à une deuxième sculpture instable aussi, qui Oui, s'appelle la colonne sans fin. voilà, qui parle de la colonne sans fin de Brancusi. C'était un peu mon point de départ. C'est une œuvre que j'aime beaucoup. Et ce qui me plaisait dans cette pièce de Brancusi, c'était vraiment son envie d'ériger un axe entre la terre et le ciel par un module répété qui se répéterait jusqu'à l'infini. Et donc, moi, dans cette sculpture qui s'appelle La fin de la colonne, ce qui m'intéressait, c'était de montrer un peu les limites de l'érection de la matière. Et donc, c'est du sable amassonné qui est mis dans des sacs à gravats. Et ensuite, j'ai monté la sculpture en mettant encore les modules en quinconce jusqu'au moment où je sens que l'axe de la sculpture commence à vaciller. Et là, je place un étai, enfin une sorte d'étai, un tasseau pour essayer de maintenir l'axe, mais c'est quelque chose de complètement vain, étant donné que euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre en jeu et en tension des matériaux qui sont complètement antinomiques avec cette volonté justement d'ériger la matière. Évidemment, c'est complètement vain d'essayer de construire une colonne à partir d'une matière aussi friable et instable que le sable. Et, Et, et la preuve voilà, que dans les expositions, souvent, il arrive que cette colonne s'écroule. exactement. Alors là, c'était la première fois qu'elle était tombée, c'était lors d'une exposition à Arrondi à Paris. Elle était tombée le lendemain du vernissage et au tout début, je l'avais pensée pour qu'elle ne tombe pas. Ce qui m'intéressait, c'était la tension, c'était le fait qu'en face d'elle, on se dise qu'elle peut tomber à n'importe quel moment. Et là, elle était tombée. On m'avait appelé en me disant mince, elle est tombée. J'étais arrivée en me disant bon, allez, il faut que je la remonte. Et au final, je suis arrivée dans cet espace et c'était beaucoup plus beau que si elle n'était pas tombée. Il y avait une vraie énergie de la chute avec ces sacs de sable qui étaient complètement déversés avec l'énergie de la chute. C'était vraiment ça. Et, euh, et en fait, j'ai fait tout un travail aussi de rencontre avec mon propre travail de sculpture. Euh, et en fait, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant finalement d'avoir des sculptures qui soient vraiment instables, qui peuvent vraiment tomber. Et si elles tombent, eh bien, c'est aussi l'autonomie de la matière. Là, j'ai travaillé avec un curateur qui s'appelle Chris Cyril et qui, en parlant de mon travail, a parlé d'indomptabilité de la matière. Et je trouve ça assez juste. Et c'est quelque chose ensuite que j'ai cherché à nourrir après cette première chute de la fin de la colonne. Voilà. Là, par contre, c'est un étai. Donc, on a Oui, déjà parlé d'étai. Là, c'est un étai renversé qui a été montré à Juvisy. Tu peux nous en parler un peu de ce travail-là? oui, c'est une sculpture qui s'appelle Tout s'écoule et rien ne reste. Et en fait, comme tu l'as dit, Maya, c'est un étai architectural, donc un vrai étai que j'ai récupéré et que j'ai ramené dans l'espace d'exposition et que j'ai remis en état de bascule. Parce que ce qui m'intéressait dans ces étais, c'est que leur fonction, c'est de maintenir, soutenir l'architecture au moment où elle menace de s'effondrer ou alors lorsqu'il y a des chantiers, on les place en creux dans les formes fragiles. Et donc là, c'est un étai de voûte que vous avez ici. Et donc, en arrivant dans cette exposition, je l'ai renversé, remis en état de bascule comme une sorte de culbuto. Et ce qui m'intéressait, c'était de parler finalement de notre impossibilité à arrêter le mouvement de la matière et à le stopper. Voilà. Et là, on passe à un autre travail qui s'appelle Mémoire des failles. Ce sont finalement des empreintes Mm, de fissures dans un mur mm. que tu as réalisé avec du verre, du compact. Exactement. Tu l'as très bien dit. En fait, c'était une des premières pièces que j'avais réalisées pour le Salon de Montrouge en 2017. En fait, tout autour de mon atelier à Pantin, il y avait des fissures qui étaient vraiment très impressionnantes, d'autres plus petites. Et donc, je me suis dit, j'ai commencé à les collecter par photo. Et ensuite, je me suis dit que c'était intéressant de venir prendre l'espace du vide de ces fissures. Donc, avec une sorte de plastiline, je suis venue euh, prendre l'empreinte de cet espace manquant dans le mur et qui crée des fragilités dans l'architecture, que j'ai ensuite moulé et tiré avec un artisan verrier en verre. Et ce qui m'a plu lorsque je prenais ces empreintes, c'était de découvrir à chaque fois des formes vraiment très organiques qui évoquaient à la fois des reliefs montagneux, même parfois des formes
d'animaux. Et ce qui me plaisait, c'était de trouver ces formes-là au cœur de ce qui se veut stable, pérenne et qui est très souvent d'une géométrie parfaite. Voilà. Et tu en as fait combien de ces mémoires de failles? J'en ai 4 pour l'instant. Ah, C'est une petite collection, mais qui a pour ambition de devenir bien grande, beaucoup plus grande. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque fissure s'appelle mémoire de faille, plus la géolocalisation et la date de prise d'empreinte. Parce que évidemment, si on revient dans 10 ans à ce même endroit, peut-être que la fissure sera devenue beaucoup plus grande ou alors aura été rebouchée. Et donc, chaque pièce est unique et elle correspond à un moment en particulier. donc là, on va passer donc l'exposition à Juvisy-sur-Orge, à l'espace Camille Lambert qu'on a déjà évoqué, Oui. où tu as fait une grande installation avec plein de récipients d'eau en terre crue. Mm. Exactement. Cette exposition, c'était une exposition personnelle qui a eu lieu en 2018, donc à l'espace d'art contemporain Camille Lambert à Juvisy-sur-Orge. Elle s'intitulait Ondes de submersion. Et ce titre, il était important pour moi parce qu'il introduisait de manière très claire la question de l'eau comme un élément naturel par excellence, d'une puissance très forte dans le sens où c'est un élément qui est souvent à l'origine des fragilités dans la matière. C'est un élément qui est fluide, informe, insaisissable. Euh, et l'onde de submersion, en fait, c'est la vague qui est créée après la rupture d'un barrage, qui est une vague bien souvent destructrice. Et dans mon travail, en général, il y a toujours cette tension entre une volonté humaine de contrôler la matière, de la rendre stable, fixe, et en même temps, une force de la nature qui vient mettre à mal cette ambition. Et donc ici, c'est une installation qui s'appelle Où le désert rencontrera la pluie et qui se compose, comme tu l'as dit, de différents contenants d'eau que j'ai moulés et ensuite tirés en terre de faïence qui est laissée crue. Et ce qui m'intéressait, c'était de venir créer une contre-fonction de ces objets qui, ici, évidemment, ne peuvent plus rien contenir. Et avant l'exposition, je viens activer certaines de ces formes, c'est-à-dire que je viens les remplir. L'eau réhumidifie la terre, les formes se fissurent, s'affaissent. Et ce qui m'intéresse, c'est comment l'eau vient rendre à la terre son informité première. Parce que finalement, ce qui m'intéresse dans ces désirs humains de vouloir faire des formes stables, c'est aussi le parallèle qu'on peut faire avec le geste du sculpteur ou de la sculptrice, qui veut créer dans l'espace une forme qui doit tenir debout, qui doit tenir bon. Et, euh, et voilà, c'est le parallèle qu'on peut en faire. Juste pour revenir, Maya, j'ai oublié de dire quelque chose sur l'installation avant, qui est important. C'est que l'ensemble de ces contenants sont disposés sur des étagères en acier galvanisé qui dessinent dans l'espace une grille qui se développe à la fois verticalement et aussi horizontalement. Et pour moi, le motif de la grille, il est très important. Il revient très régulièrement dans mon travail et il est important parce que il est pour moi un symbole de rigueur humaine, une volonté de perfection. C'est un motif qu'on retrouve dans plein de choses, dans la manière dont on pense nos villes, nos bâtiments, le fer à béton qui vient structurer la matière. Et donc, c'était important pour moi d'opposer ces éléments qui sont d'une extrême fragilité, sensuelle, au bord du délitement et ces étagères d'une géométrie froide. Voilà. Et là, on Et a une autre version. oui, qui était la première version, c'était les prémices un peu de cette grande installation que j'avais faite ensuite. Ça, c'était aussi à l'espace arrondi et c'était donc une quinzaine de bonbonnes d'eau qui étaient moulées et tirées aussi en terre de faïence crue. Et en fait, toutes les semaines, je venais dans l'espace d'exposition pour remplir chaque bonbonne d'eau de pluie que je récupérais sur un terrain. Et donc, forcément, toutes les semaines, elle s'affaissait de plus en plus jusqu'à être vraiment tombée pour certaines. Et, euh, et ce qui m'intéressait aussi, c'était évidemment le motif de l'eau qui se créait au sol, quoi, un motif vraiment fluide, liquide. Mhm. Et donc maintenant, on va passer au Salon de Montrouge, où tu as présenté cette pièce qui a trouvé son origine justement pendant la résidence
à Rio de Janeiro que tu as déjà évoqué au début. Il s'agit ici d'une grande photo et qui est soutenue par des tiges en cuivre. Et justement, il y a toute l'histoire de l'eau, de l'affaissement, de l'effondrement qui se retrouve dans cette pièce-là. Oui, c'est une installation qui s'appelle Bien que le monde se renverse, qui est une installation importante pour moi parce qu'elle parle justement d'un événement qui s'est passé à Rio et qui est un événement qui, je crois, a vraiment bouleversé mon travail. Parce qu'avant de partir à Rio, j'étais persuadée de travailler sur l'élévation, le désir d'élévation, mais surtout d'un point de vue spirituel, je dois dire. Et, euh, et bon, c'est pas très important. Bref, en fait, je suis allée à Rio. Le hasard a fait que j'ai habité au sommet d'une favela. Et donc déjà tous les jours, j'éprouvais mon corps dans cette action de m'élever, dans le sens où tous les jours, en revenant des cours, je devais monter les marches interminables de la favela. C'était très physique, mais très intéressant aussi comme expérience. Et, euh, et une nuit, il y a eu un tuyau d'eau qui a explosé sous terre, juste en dessous de la maison à côté de la mienne. Et ça a entraîné un glissement de terrain. Ça a détruit plusieurs maisons en contrebas. C'était un événement dramatique et assez fort. Et donc le lendemain, je suis venue faire une photo du terrain dévasté. Et en rentrant à Paris, j'ai voulu faire une pièce à partir de cette photo, de cette image et aussi de cet événement. Et donc j'ai imprimé cette image sur une bâche qui fait 3 mètres par 4. Et ce qui m'intéressait dans la bâche, c'était vraiment sa matérialité, le fait qu'on quitte une photo accrochée au mur, une image, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus culturel. Et la bâche n'est pas accrochée au mur, elle est maintenue uniquement par ces tubes de cuivre qui évoquent la canalisation. Et ce qui me plaisait, c'était d'inverser le rapport, où dans l'image, le tube de cuivre est à l'origine de l'effondrement. Et ici, ça devient un vrai soutien à l'installation, à l'image. Et, euh, et voilà. Et après, j'avais fait tout un travail sur chaque tube de cuivre, où j'étais venue écrire les vers de poésie verticale de Roberto Juarros, qui est un poète argentin. Et en fait, ce qui est important, c'est que ces vers sont écrits par percée. Et le fait de percer ces tubes de cuivre, encore, ça parle de la fuite et de cette impossibilité d'endiguer, de diriger, de contrôler l'eau. Et, euh, et donc voilà, je vais vous lire le poème. Euh, une voûte pareille à une eau qui ne s'écoule pas, bien que le verre se renverse, bien que le monde se renverse. Et soudain, l'on sent que si cela s'écoulait, on pourrait être face à la première pluie, ou du moins à un bras qui se plie jusqu'au sommeil. Voilà, donc c'est les 6 vers qui sont gravés sur les 6 tubes de cuivre. Oui, c'est très, très, très poétique. Et on va passer maintenant à une vidéo que tu as tournée là-bas aussi, dans la favela. On va laisser passer les premières secondes. Oui, Elle dure assez longtemps, donc au fur et à mesure, je vais avancer dans l'image. Je vais baisser le son. Je vais baisser le son, si je peux. Pour que tu puisses parler sur les images, pour que tu puisses nous expliquer de quoi il s'agit exactement. oui. Alors, déjà pour vous parler de cette favela dans laquelle j'ai habité, ce qui m'a beaucoup intéressée et ce qui, je crois, a aussi marqué mon travail, c'est que les constructions des favelas, ce sont des vraies résistances à un paysage naturel hostile, parce que ce sont des communautés qui sont construites sur vraiment des pans de montagne très très raides, donc interdits à la construction parce que trop dangereux, ou dans des marécages. Et déjà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment voilà, cette résistance du bâti à une nature féroce, qui peut être féroce. Et, euh, et donc, cette vidéo, je l'ai réalisée lors de ma dernière semaine à Rio. Et en fait, on voit, donc elle s'intitule Le Porteur, et on voit en un seul plan séquence un homme porter sur son dos un sac de briques. Euh, et c'est une action extrêmement pénible, où on sent au fur et à mesure de la vidéo la fatigue, le poids pesé sur ses épaules. Et c'est une vidéo qui, pour moi, faisait référence aussi au mythe de Sisyphe. Euh,
parce qu'arrivé au sommet, il va poser son fardeau et la vidéo, quand elle est exposée, est mise en boucle. Et, euh, et en fait, c'est une vidéo qui est importante pour moi parce que elle résume, elle contient tout ce qu'il y a dans mon travail de sculpture, à savoir des forces opposées entre une volonté d'élever la matière et en même temps un poids qui ramène tout au sol. Et, euh, et donc, c'est une vidéo qui est assez importante aussi pour moi pour ça. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que je lui avais demandé de porter quelque chose de lourd, mais je ne savais pas quoi exactement. Et c'est lui qui a choisi les briques en terre cuite. Et en fait, c'est ce qui m'a donné ensuite l'idée de faire jusqu'ici, tout va bien. Après, donc, la grande sculpture avec les briques et les billes. Voilà. Ah, c'est marrant, il y a un petit trait rouge qui est apparu. Oui, je ne sais pas d'où ça vient. Masquer la vignette de la vidéo, je ne sais pas. Bon, Bon, le c'est pas très grave. trait rouge, bon, il va nous poursuivre. C'est une trace, enfin, c'est un point de fuite. Voilà, c'est parfait. Et donc là, il y a l'image du multiple que tu as réalisé pour Artaïs qui reprend. Voilà, on retrouve le cuivre et puis on retrouve la terre crue avec laquelle tu as réalisé un joint qui n'est pas vraiment un joint parce que si on met de l'eau, la terre cuite, elle va s'imprégner d'eau, donc elle ne va pas avoir de fonction. Exactement. Exactement. Tu veux que tu en as très bien parlé, mais je peux en reparler Non, si tu veux. attends, j'essaie juste de rétablir un peu mon image, là, mon écran. On va aller à la suite. Donc, ça, c'est une autre exposition Oui. qui s'appelle Déplacer les montagnes. Alors, au premier plan, c'est une sculpture qui s'appelle Au bord d'eux. En fait, ça, c'est une vue d'une exposition que j'avais faite avec Raphaël Maman en duo à Moret-sur-Loing, dans un espace qui s'appelle Le Mur. Et en fait, on avait proposé une exposition en phase de chantier. Parce que ce qui nous intéressait, c'était ça, c'était l'évolution des formes et de l'espace à partir d'une même matière. Donc, il y avait 3 phases de travail. Et donc, ça, c'était une vue de la phase 1. Et donc, au premier plan, si tu peux revenir, excuse-moi, Maya. Donc, c'est une pièce qui s'appelle Au bord d'eux. Et en fait, c'est 2 tas de. Enfin, comment dire? C'est un tas de terre qui est coupé au milieu avec une tranche nette. Et en fait, c'est de la terre que j'ai récupérée dans la forêt de Fontainebleau qui était aux alentours. Et ce qui m'intéressait avec cette terre, c'est que c'est une vraie terre vivante qui compose le sol sur lequel on marche, vivante, instable et friable, encore une fois. Et derrière cette installation, cette sculpture, vous voyez Déplacer des montagnes, qui est en fait le dessin d'une empreinte de cette tonne de terre que j'avais ramenée dans l'espace d'exposition et que j'avais stocké dans un premier temps dans ce coin, pour ensuite les répartir en plusieurs tas dans différents endroits de l'espace d'exposition. Et ce qui est important pour moi dans ce travail-là, particulièrement avec la terre, comme dans d'autres de mes pièces, c'est d'éprouver mon corps dans l'action de construire une sculpture. C'est un vrai corps à corps. J'ai rarement un corps qui est figuré dans mon travail, mais il est toujours en négatif dans mon travail de sculpture. Et voilà, là, vous voyez une autre version. Ça, c'était la dernière phase c'était la dernière phase de chantier. Désolée, quand je vois des commentaires, ça me déstabilise. Et donc, c'était des fers à béton. Donc ça, c'était censé être un coin de mur, sauf qu'elle s'était complètement effondrée dès que j'avais décoffré. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu, hein. Vouloir ériger de la matière qui est quasiment inérigeable, ben voilà, parfois ça rate. Bon, entre la multiplication des lignes rouges, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, je Mais mets. c'est pas très grave. C'est pas grave, hein. Je crois que Non, non. c'est Philippe Pontier. Est-ce que vous pouvez utiliser la gomme pour effacer les traits rouges que vous avez malgré Non, vous je ne peux pas. Non, excusez-moi, là, je ne peux pas. Je ne sais pas comment faire. Désolée. On va continuer. Donc, ça fait un peu suite justement au travail qu'on a montré avant. Oui, Ça fait partie de l'installation en Montrouge, au Salon de Montrouge, si je ne me trompe. exactement. Bah, ça, c'était les prémices un peu de ces sculptures en terre vivante. C'est des pièces qui s'appellent Kairos. Et donc, ce sont des modules architecturaux
enterre uniquement du sol de la forêt. Et donc forcément, il y a des graines, il y a des insectes qui vont venir progressivement déstabiliser la forme et la terre va retourner au sol. Des parpaings. Donc ça, c'est des sculptures qui s'appellent des murs sur terre, qui sont donc des parpaings échelle 1 faites en terre. Ça, c'est aussi un escalier comme en attente d'un chantier, uniquement en terre aussi. Et on retombe alors sur la thématique de l'eau avec cette installation. Oui, ça, c'est une installation qui s'appelle Prendre l'eau. J'avais été invitée dans un parcours qui s'appelle Hors d'œuvre à Juvisy-sur-Orge. Et le principe, c'est un artiste dans un jardin de particulier. Et donc, ce jardin avait été très touché par les inondations en 2016. Et donc, j'avais proposé cette installation qui reprenait en fait tous les gestes humains pour se protéger de l'inondation et de la montée des eaux. Donc, c'est une barricade anti-inondation qui normalement est faite de sacs de sable empilés les uns sur les autres, qui est là faite de sacs en plastique remplis d'eau de rivière que j'avais été chercher juste derrière. Et ce que vous avez juste derrière, ce sont des briques faites en sable de fond de rivière, donc extrêmement friable, encore une fois, extrêmement fragile. Et ce qui m'intéressait, c'était finalement le rapport conflictuel de tension, encore une fois, qu'il y a entre cette barricade qui est censée protéger et qui ici devient un danger pour ce fragment de mur. Et on retrouve un sac d'eau, Oui, une grille, là, du coup. On exactement. En retrouve fait, pardon. la thématique de la grille, très importante. Exactement. En fait, quand j'avais fait cette installation dans le jardin, j'ai été prise à mon propre jeu, à mon propre piège, je sais pas comment dire, de vouloir faire sculpture à partir de l'eau, de vouloir essayer de contraindre l'eau dans des sacs. Et en fait, c'était complètement vain. Je suis arrivée le lendemain matin du premier jour d'exposition, tout était à plat, tous les sacs étaient vides, ils avaient fui. Et donc, dans cette installation qui s'appelle La constance de l'eau, j'ai voulu reprendre ce principe du sac d'eau qui fuit, le réinvestir dans mon travail. Et donc, c'est un sac d'eau qui était rempli quasiment à ras-bord, qui était vraiment mis en tension et sur lequel il y avait de disposer une grille en argile crue, encore une fois. Et donc, le sac fuyait progressivement, goutte à goutte, jusqu'à créer une flaque qui venait déliter la grille et rendre encore une fois la terre son informité. Et là, ça s'appelle la crue. C'est une plaque de cuivre que tu as Oui, traitée avec des produits. Bah, oui. tu- En fait, je peux en parler. En fait, c'est une carte PPRI donc c'est une pièce que j'avais faite en parallèle de l'installation Prendre l'eau à Juvisy. Et donc, c'est une carte PPRI du 91. Les cartes PPRI, ce sont les cartes qui indiquent les zones à risque pour la construction dans les zones inondables. Et, euh, et donc, j'avais utilisé la technique de l'eau forte en gravure qui consiste à plonger la plaque de cuivre dans l'acide. Euh, et en fait, j'ai fait un travail sur la plaque de cuivre de manière à ce que les terrains qui sont à faible risque soient juste un tout petit peu rongés, les terrains qui sont à moyen risque soient encore plus rongés et les terrains qui sont à risque soient extrêmement rongés, voire deviennent de la dentelle. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire le parallèle entre l'eau qui vient prendre du terrain sur nos zones constructibles, enfin nos bâtis, et l'acide qui vient ronger la plaque de cuivre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, je crois. Enfin, moi, je sais, mais tu me l'avais déjà dit. Ah oui. Donc, on arrive là à une de tes dernières expositions qui, malheureusement, n'a pas rencontré le public parce que c'était en plein confinement. C'était suite à une résidence à la ferme Bois-Briard à Évry. Donc, tu as fait cette magnifique installation qui est restée vierge de regard. Presque. Oui, en fait, alors c'était un peu après le confinement, c'était après le confinement. C'était donc la restitution d'un an de résidence dans ce lieu. Et, euh, et en fait, le point de départ de mon projet de résidence, c'était Paul Decoville, qui était donc un ingénieur et qui a
était le premier à inventer le système de protection des berges contre l'érosion de l'eau, qui s'appelle la cuirasse. Et donc, j'avais proposé un ensemble de sculptures et d'installations où il y avait encore une fois cette tension entre volonté de faire forme fixe, forme stable, et l'idée d'un mouvement, d'une liquidité, d'une fluidité et d'une instabilité. Et donc, au sol, il y avait une installation qui recouvrait donc tout le sol, qui dessinait une grille rigoureuse, mais qui était en fait faite de toutes petites billes en argile crue. Et donc, c'était très fragile. Et dans l'idée, s'il y avait eu plus de public qu'il n'y a eu, l'installation se serait complètement délitée, le dessin aurait disparu. Et ce qui m'intéressait, c'était de créer pour le spectateur une attention au sol, parce que c'est un risque pour lui de glisser, mais c'était aussi sa présence était un risque pour l'installation et pour son dessin. Il y avait pas seulement la grille, il y avait aussi cette forme-là que tu as posée sur la grille. Oui, alors ça, c'était des sculptures qui s'appellent débordements, qui sont en fait des liquidités de cire, c'est-à-dire que ce sont vraiment des grandes jetées de cire qui forment comme ça ce motif de la liquidité et qui sont maintenues par des éponges, qui étaient des éponges que j'ai moulées et ensuite tirées en béton. Et c'était encore une fois parler de cette volonté d'absorber la fuite, qui faisait aussi référence à la construction. Voilà. Et on termine le partage d'écran avec ces images de ta pièce que tu as exposée à la galerie Jeune Création, qui est toujours visible d'ailleurs, dans l'exposition curatée par Chris Cyril, dont je ne me rappelle jamais le titre exact. Mais le monde est une mangrovité. Oui, c'est la dernière sculpture que j'ai faite. Elle s'intitule La Rumeur. Et il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, d'un tétrapode qui est ce qui compose les digues pour protéger les côtes de l'érosion de l'eau. C'est des formes que vous avez sûrement vues déjà le long de nos côtes. Et ce qui m'intéressait, c'était de venir glisser lors de la coulée du béton, du sable que j'ai été récupéré sur la plage, donc du sable de littoral, qui vient ensuite fragiliser la sculpture, créer des failles, des zones de fragilité. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est encore le béton, finalement, qui est périssable aussi. Bah ici, mis en relation avec ce sable, c'est sûr. Et ce qui m'intéressait, c'était d'inverser un peu le rapport de cette forme qui est censée protéger de l'érosion des côtes, mais qui ici devient complètement friable et fragile. Et c'était aussi poser la question de finalement notre volonté de protéger les côtes contre la montée des eaux, contre l'érosion de l'eau, avec des formes elles-mêmes faites en béton, qui provient certainement d'une production qui favorise et qui participe à tout ça. Et donc, c'était aussi poser ces questions-là. Et après, le titre La Rumeur, il fait référence aussi au projet d'exposition qui est basé sur un conte qu'a écrit le commissaire d'exposition, le conteur d'exposition. Et c'est aussi la rumeur de l'eau, la rumeur des vagues, le bruit des vagues et la menace possible des vagues. Voilà. Bon, très bien. Je vais arrêter le partage d'écran. Oh là 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 là. Voilà. On a perdu les traits rouges, tant mieux. Et on te voit pour nous parler de tes expositions en cours, de tes projets imminents et de plus ou moins long terme. Et après, on va demander aux participants de poser des questions, s'il y en a. Ça marche. Bah, comme on en a parlé déjà, il y a donc l'exposition Mais le monde est une mangrovité qui est une expo collective qui est vraiment très intéressante, que je vous invite à aller voir. Elle dure jusqu'au 27 février. Il y a une seconde exposition en cours qui s'appelle Upside Down, qui a été curatée par Léna Payard et qui est visible encore jusqu'au 14 février à Doc, rue du Docteur Potin. Et j'y serai d'ailleurs dimanche 14 février après-midi
si ça vous dit de venir, je vous accueillerai avec grand plaisir pour vous présenter l'expo. Et, et dans les projets à venir, il y a Avalanche, qui est un projet initié par Nelson Pernisco, qui est artiste, et Andy Rankin, qui est curateur. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est un projet qui va être pulvérisé, mystère, qui aura lieu donc, dès le 27 février jusqu'au 3 avril. Et après, j'ai une autre exposition à la Galerie éphémère à Montreuil qui s'appelle Des sables et des ombres, une expo collective. Et pour finir, en juin, il y aura la 71e édition de Jeunes Créations. Donc, je suis ravie de participer. Et qu'est-ce que tu vas y montrer? Tu veux... Ah oui. euh, Tu du vas coup, montrer un carnet de dessin, donc en c'est avant-première. en avant-première de voir un peu ce qui nous attendra là-bas à Jeune Création. Bon, alors rien n'est définitif, hein, évidemment, ce sont que des débuts de piste. Enfin, donc, mais je pense proposer une réactivation de l'installation que j'avais faite à Évry avec les billes au sol, qui a du coup eu une existence très courte et très peu éprouvée par le public. Du coup, ça sera sûrement un ensemble de... En fait, ça sera donc l'installation faite de billes rouges cette fois-ci, qui seront sur l'ensemble du sol. Alors, je suis en train d'essayer de négocier, c'est pas facile, mais voilà. Elle Et aura où l'exposition? C'est à c'est à la Fondation Flimenco à Romainville, dans l'espace de la chaufferie. Ah oui, donc un grand espace, tu auras de la place. Oui. Voilà, j'aurai des billes à faire. Et en fait, il y aura aussi normalement des modules, des sculptures comme ça, qui seront en fait des modules architecturaux de béton dans lesquels viendrait couler aussi de la barbotine de terre rouge, donc la même que j'ai utilisée pour les billes. Et ce sera certainement, si j'arrive à négocier avec Fiminco, des pièces qui seront en extérieur, de manière à ce que la pluie vienne progressivement ronger la barbotine, ronger la terre. La terre va fondre, retourner au sol, et elle laissera place à des sortes de fissures. Et du coup, ça fera écho sûrement à l'installation de billes qui sera plus haut et en Bon. intérieur. Voilà, je vous montre d'autres croquis. Ah, attendez, je sais plus. Voilà. Ah, Voilà. Voilà. Très bien. On a hâte de découvrir tout ça. Merci Moi aussi. beaucoup, Julia.